Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un coffret qui est magnifique, un coffret dans lequel il y a deux tarots, le tarot de la Marelle et le tarot du Labyrinthe, qui est de Florence Magnin. Donc dans ce coffret, il y a 2 fois 78 cartes. Donc, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. C'est mon chouchou, ça fait longtemps que je voulais vous le présenter. Donc, vous voyez, là, il y a une partie du jeu de cartes de la Marelle. Ça donne une continuité dans le paysage. Là, pareil. Là, pareil. Et on l'ouvre. Alors déjà, il s'ouvre aimanté sur le côté. Et là, on a la boîte en intégrale. C'est vraiment génial. On a aussi une petite frise ici qui est en fait une partie des cartes du tarot du Labyrinthe. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. C'est un très gros bébé. Le tarot de la Marelle, le tarot du Labyrinthe, Florence Magnin. Excusez-moi pour la caméra. Grâce à ces deux jeux de tarot, vous vous apprêtez à pénétrer dans des univers fantastiques. Le tarot de la Marelle vous offrira une interprétation haute en couleurs du tarot de Marseille. Alors que le tarot du Labyrinthe vous fera voyager au cœur d'un labyrinthe mythologique. D'une incomparable richesse, ces deux tarots se complètent, se mélangent et vous ouvriront les portes de l'imaginaire foisonnant de Florence Magnin. Alors, le coffret contient 2 fois 78 cartes, comme je vous l'ai dit, pour la Marelle et pour le Labyrinthe, un livret couleur de 172 pages et 2 tirages d'art format A5. Il est aux éditions Nestiveken et au prix de 45 €. Ce qui les vaut bien parce que vous allez voir, il est incroyablement beau, incroyablement riche. J'arrive pas à vous le montrer entièrement à la caméra tellement il est grand. Nous avons un gros bouquin. Voilà, tout en couleur sur du papier glacé. Magnifique. Là, on a la représentation des cartes, donc du jeu de la Marelle, basé sur le tarot de Marseille. Nous avons de magnifiques illustrations, magnifiques avec des tenues splendides. Nous avons une deuxième illustration. On voit un énorme dragon avec une princesse. On a des petites fées, des elfes, des gnomes, donc tous les êtres de la nature. C'est l'émotion de vous présenter ce jeu. Alors, ensuite, nous avons les 78 cartes du jeu du Labyrinthe. Et nous avons les 78 cartes du jeu de la Marelle. Nous avons deux écrins, qui a du mal à... Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, je croyais que c'était un peu collé. Donc voilà, pour permettre de bien ranger vos cartes. Il n'y a pas de dessin comme dans certains jeux. Il y a des dessins des fois en dessous des écrins, mais là, il n'y en a pas. Voilà. Alors... on va mettre tout ça de côté et on va d'abord s'intéresser au bouquin. Alors, on a une brève histoire du tarot de la Marelle. Alors je vais vous rapprocher un peu la caméra. Vous allez découvrir, voilà, si vous avez envie de lire avec moi, vous allez découvrir deux tarots que séparent 28 années et quelques mois. Le premier réalisé en 1994 sous la houlette de François Nedelec. Alors que la saga des princes d'Ambre de Roger
alors je ne sais pas si je prononce bien, Zelazny, venait d'enfanter un jeu de rôle auquel il devait servir d'extension. Le second en 2022 au cours d'une souscription lancée par la réédition du premier. Curieuse histoire dont l'épilogue tient à présent entre vos mains. Mais commençons par le début. Lorsque l'idée de créer un tarot lié au prince d'Ambre s'est concrétisée, j'ignorais toutes les cartes divinatoires. J'avais déjà dessiné un tarot des régions de France dont les cartes ne prétendaient pas lire l'avenir sans songer à devenir cartomancienne. François Nédélec fut mon initiateur en la matière. Au-delà des personnages de Roger Zelazny, j'espère que je n'écorche pas son nom, la symbolique des arcanes majeures m'a tout de suite conquise et accompagnée tout au long des mois de travail qui nécessitent ce type de jeu. J'ai parfois imaginé Dorquin assis sur la banquette de mon atelier, mais l'empereur, la papesse ou le battleur étaient aussi attirants et mystérieux que lui. Chaque carte ouvrait de nouveaux sentiers, suggérait des décors et des ambiances différentes. Je devrais toutefois respecter la disposition et les caractéristiques des personnages du tarot de Marseille dont nous avions décidé de demeurer aussi proches que possible. Cette constante référence aux dessins médiévaux m'a d'ailleurs prouvé qu'en dépit de leur apparence naïveté, oui c'est ça, ces personnages n'étaient pas si faciles à faire. J'aurais voulu former des familles liées par un décor continu, mais je n'ai pu réaliser ce désir qu'en illustrant la bande centrale du schéma créé par François pour présenter l'ensemble du jeu. Cette suite de cartes comportait le battleur, la roue de la fortune, la force, le mât, le pendu et le monde. Leur unité saurait sauter aux yeux. Il s'agissait à l'évidence d'une troupe ambulante. Un illusionniste, des animaux savants, une domptueuse, un clown, un acrobate et une équilibriste traversaient à la fois un village et le temps. Cette révélation et la force de suggestion de ces personnages devaient par la suite donner naissance à L'héritage d'Émilie, une bande dessinée dans laquelle les battleurs venus d'ailleurs tiennent une place importante. Mais ceci est une autre histoire. Malgré un bon accueil du public, ce tarot évanoui assez vite ne devait jamais être réédité. La disparition de son premier éditeur, suivie d'inextricables problèmes juridiques, ont empêché pendant presque 3 décennies une renaissance à laquelle j'avais fini par ne plus croire. Il a fallu que Nestiveken ait le courage de lui donner une nouvelle appellation pour que cesse la vieille malédiction. Aujourd'hui, avec votre aide, ce tarot de la Marelle joue les phénix et sort des cendres où il dormait. Ces cartes ont retrouvé à leur couleur et ces personnages se préparent à entrer en scène pour vous dévoiler, parfois avec malice, l'avenir et les conseils que vous leur demanderez. Puisse ce nouveau départ leur donner la chance de rester présent plus longtemps que la première fois. La souscription lancée en novembre 2021 ne devait soutenir qu'un seul jeu, mais les cartes ont eu une volonté propre et insidieusement, un second tarot est né dans l'arrivée, nous a tous surpris, même moi. Sa conception a débuté par la réalisation d'un roi, d'une reine, d'un valet et d'un cavalier de Marelle, qui devaient limiter leur rôle à celui de simples goodies. Mais ces personnages ont été si bien accueillis que la possibilité d'ajouter 22 figures symboliques sans qu'il soit en question de pousser plus loin l'aventure est devenue tentante, en même temps que la souscription attirait de nouveaux contributeurs. Mon désir d'approfondir
le mythe de la marelle. En visitant d'autres circuits initiatiques, commencez à donner une structure particulière à ce qui n'était encore que l'ébauche d'un tarot, au labyrinthe minéral et souterrain conçu par Dédale, premier personnage des arcanes majeures. Se sont ajoutés d'autres parcours végétal aquatique, cosmique et même intérieur, puisque ce genre d'aventure implique de se connaître soi-même, un guide pour remplacer le mat, boucler la boucle des 22 lames principales auxquelles je devais me limiter. Mais comment abandonner sans ajouter les rois, reines, valets et cavaliers devenus indispensables? Je voyais avec jubilation se rapprocher l'espoir de créer un nouveau jeu. Mauvaise nouvelle pour l'éditeur, contraint de doubler les frais de fabrication. Heureusement, votre soutien et un goût partagé pour les tarots ont permis à ce projet de se concrétiser. Les 4 premières cartes, conçues lorsque ce jeu n'existait pas encore, ne pouvaient y prendre place qu'en changeant de couleur et d'ambiance afin de devenir les figures d'épée et de respecter le choix de décor continu. Nous étions alors à la tête d'un total de 38 cartes illustrées réparties dans les méandres de 4 labyrinthes dont l'exploration bénéfique ou dangereuse vous est dévoilée dans ce livret. Mais je souhaitais que cet ensemble prenne place dans un schéma, une mise en place idéale, pareille à celle imaginée par François Nédélec en 1994. Problème, la disposition des familles de ce nouveau jeu ne pouvait former un rectangle sans l'aide d'autres figures, raison pour laquelle aux 38 cartes déjà réalisées se sont ajoutées les As, 3, 7 et 6. Afin d'obtenir la mosaïque que vous découvrirez plus loin. La mise en couleur des crayonnés, commencée vers la fin de la souscription, s'est poursuivie jusqu'au printemps 2022, avec un égal plaisir. J'avais enfin la possibilité d'inventer en toute liberté les figures inédites et de créer derrière elles les décors que je rêvais de faire depuis longtemps grâce à vous, à Nestiveken, et je ne peux m'empêcher de le penser au tarot lui-même. 2 jeux rêvent ensemble dans la boîte où ils sont confinés pour l'instant. J'espère qu'ils vous serviront bien et donneront peut-être naissance à d'autres cartes dont les figures attendent au fond d'un tiroir l'opportunité qui les en fera sortir. En attendant que l'avenir rende son verdict, bonne lecture et que la force des tarots soit avec vous. Alors là, voilà. Alors je vais un petit peu décaler le trépied pour que vous voyez tout le bouquin dans son intégralité le plus possible. Mon trépied est plutôt bancal. Donc il ne veut pas se tenir. Pardon, il y a eu un accident. À force de jouer avec le trépied, il est tombé. Enfin, le téléphone est tombé du trépied. Alors, le tracé de la marelle. Donc voilà comment ça se présente. Alors, le tarot de la marelle, entre tradition et renouveau. Vous vous apprêtez à découvrir le premier des 2 tarots de Florence Magnin. Ce jeu se distingue par son attachement à la tradition du tarot de Marseille, notamment à travers ses codes, sa symbolique et ses couleurs. Il est d'ailleurs un excellent outil pour le cartomancien débutant qui pourra largement se laisser guider par la profusion des détails, les couleurs d'une incomparable richesse et les époustouflants décors servent d'écrin magnifique à l'ensemble des cartes illustrées, notamment les arcanes majeures. La parfaite maîtrise des figures fantastiques relie à la fois ces peintures à la tradition iconographique médiévale, mais également à un imaginaire de fantaisie propre à l'artiste.
Autre richesse de ce tarot, c'est d'avoir été conçu dans sa globalité, beaucoup de cartes étant liées entre elles. Un tarot exceptionnel. Le jeu de la marelle qui est basé sur le tarot de Marseille et le jeu du labyrinthe, plus sur la mythologie, ces deux jeux-là peuvent se mélanger. Vous pouvez choisir les cartes que vous avez envie de mélanger. Donc là, on nous dit les 22 arcades majeures, en plus de véhiculer leur propre symbolique, ont été pensées pour composer un parcours à travers le subtil jeu de la marelle, s'articulant autour d'un axe central. Les cartes pourront s'unir par paires, par quatre ou plus encore. Sorte de voyage initiatique dans l'univers de Florence Magnin, vous découvrirez que les chemins de la marelle sont nombreux. Donc là, nous avons les arcades majeures du jeu de la marelle. Nous avons les cartes de cour, les cartes avec la symbolique du tarot de Marseille. Et là, on a l'as de bâton qui est illustré. C'est écrit en tout petit. Et tout ça pour les autres suites. Alors, un chemin initiatique. Conçu comme un sentier, sorte de parcours initiatique, la marelle de Florence Magnin se perd en circonvolution, mais prend tout son sens lorsque nous en avons une vision globale. J'ai la langue qui fourche. Pour la comprendre et en saisir la conception, il est indispensable de positionner les arcades majeures en suivant un schéma précis. Voir page 6. Oui, d'accord. Il nous explique les schémas comme là, l'ermite, l'amoureux, la maison Dieu et l'arcade sans nom. Pour vous aider dans votre découverte, voici quelques pistes de lecture, à commencer par les 3 chemins horizontaux. Les langues, n'importe quoi. Les lectures horizontales, la ligne du dénouement. Donc là, nous avons l'ermite, l'amoureux, la maison Dieu, la carte sans nom. Et ça fait une continuité dans le paysage. Aligné dans cet ordre, on note clairement une continuité dans le paysage et dans le décor formé par le ciel. Au début bleu et nuageux, il s'assombrit progressivement pour annoncer le crépuscule, puis la nuit. Toutefois, une clarté à droite de l'arcade 13 semble annoncer que tout espoir n'est pas perdu. C'est la promesse d'un jour nouveau. Attardez-vous également sur la diagonale commune à toutes les cartes, très marquée par les raies de lumière qui tombent sur l'amoureux et la maison Dieu. On la retrouve également dans les montagnes de l'ermite et dans l'entrée de la grotte de l'arcade sans nom. Oui, voilà, la lumière, il y a des lumières en diagonale, vous voyez. Le point commun de ces 4 cartes concerne les personnages. Tous semblent se trouver dans le plus grand dénouement. L'ermite est couvert de vêtements délavés. Excusez-moi, j'ai du mal à lire à travers mon téléphone. Sale et déchiré. L'amoureux ainsi que les 2 personnages qui chutent de la maison Dieu ne sont que partiellement habillés. Oui, parce que... Oui, d'accord. Alors, ils ne portent rien sous leur tunique et leurs jambes sont dénudées. L'arcade sans nom est réduit à l'état de squelette. Donc là, nous avons la ligne de l'assurance. Alors, comme vous pouvez le voir, la ligne de l'assurance, je vais prendre le tarot de Marseille. Alors, ça commence par la justice. Voilà.
voyez, là, si on suit la ligne de l'assurance, nous avons la justice, le chariot. Alors, pourquoi je retrouve pas mon chariot? Je retrouve pas, pourtant je les ai pas mélangés, il me semble. Je pensais que c'était une suite dans les cartes. Mais pas vraiment. Donc c'est pas ici, donc c'est peut-être dans les premières. Ah. Pourquoi je ne retrouve plus le chariot? Ça c'est curieux. Ah, le voilà. Donc on a le chariot. Après nous avons le diable. Hop, donc du coup les cartes seront pas dans l'ordre quand je vais vous les présenter, mais c'est pas grave. Alors le diable. Vous voyez, ça forme une continuité dans le paysage. Et enfin, pour terminer, nous avons la tempérance. Hop là. Alors, où es-tu? Où te caches-tu, la tempérance? La tempérance, j'ai dû la louper. Là, voilà. Donc, vous voyez, hop. Je les rapproche. Donc, vous voyez, là, on a réuni la justice, le chariot, le diable et la tempérance. Et donc, ça fait une continuité dans le paysage. Vous voyez? C'est très beau d'ailleurs. Là, on voit la suite de l'herbe. Là, on voit la suite du sol, enfin du pavé. Et puis là, la suite des verdures. Voilà. Et vous avez ça pour plusieurs lignes horizontales. Hop. Alors, je vais remettre les majeurs. Donc vous avez, donc ce que je vous disais, c'était la ligne de l'assurance. Et vous avez aussi la ligne centrale. Donc c'est le même procédé. C'est la même que sur la boîte, là, en fait. Il y a le battleur, la roue de la fortune, la force. Oh, j'ai ma caméra qui est floue. Le mat. Après, le pendu et le monde. Donc voilà, ça c'est sympa. Ensuite, alors là, nous avons un symbole qui est le sceau de la marelle qu'on retrouve sur les deniers du jeu du labyrinthe. Donc la partie haute, sous le sceau de la marelle. Seul, alors là, c'est peut-être en fonction du tracé. En fait, c'est la division verticale de la partie gauche qui est là, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et après, nous avons la vision, enfin la partie droite, donc la division verticale, mais côté droite. D'accord, d'accord. Alors, où j'en étais-je? J'étais en train de vous lire sous le sceau de la marelle. Seules 10 cartes
toutes situées dans la partie supérieure du schéma, aborde le symbole de la marelle. Et donc là, ils disent tous les noms. Aucune des figures du monde inférieur n'en est dotée. Faut-il en conclure que ces cartes ont une importance particulière? Donc c'est vrai que par rapport au tracé, je regardais. Alors, parfois très visible, comme sur la plupart des cartes situées le plus à gauche, 1, 2, 3, 4 et 19, le symbole de la marelle est plus difficile à trouver sur les cartes de droite. 5, 17, 18, 20 et 21. C'est écrit tellement en tout petit que je ne vois pas. Le 1, après 2, 3, 4, 5, 6, après 6. Ah ouais, c'est mélangé. Ils sont mélangés, les numéros sont mélangés. Donc la division verticale. Ce jeu de tarot a été conçu pour être regardé en miroir, divisé en 2 groupes de 11 cartes. D'accord. 11, d'accord. Où j'en étais? Divisé en 2 groupes de cartes. En 2 groupes de 11 cartes. Chaque carte de la partie droite fait écho à une carte de la partie gauche. Voir les couples de la marelle, page 26. Les associations de coupes. La partie gauche, c'est celle des hommes, tous coiffés et richement vêtus. Ils sont actifs, ancrés dans la réalité et donnent l'impression d'interagir avec leur environnement et de maîtriser leur destin. Ensuite, nous passons à la partie droite. En fait, je regardais un truc. Ouais, non, c'est bon. Donc, c'est la partie droite du tracé de la marelle. C'est celle des marginaux et des êtres fantasmagoriques. Anges, diables, pendus, licornes. Ils sont plus sauvages, plus fantastiques. Et pour marquer cela, la plupart d'entre eux sont dénudés et tous ont la tête nue. Ils donnent plus souvent l'impression de subir leur destinée. C'est pas évident parce que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Groupe de 4 cartes. La division verticale du tarot se poursuit par 4 groupes de 4 cartes qui dégagent une ambiance commune et sont rattachés à un élément. Donc là, nous avons les nobles avec la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur et 5, le grand prêtre. Après, nous avons les astres, donc l'étoile, la lune, le soleil et le jugement. Les désastres, le diable, la maison Dieu et la tempérance. Et donc, et l'arcade sans nom, ils ne le disent pas, mais il y a l'arcade sans nom. Diable, maison Dieu, tempérance. Il y a bien ces 3-là, mais l'arcade sans nom, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas. Bon, c'est pas très grave. Les figures populaires avec la justice, l'ermite, l'amoureux et le chariot. Excusez-moi pour ma caméra, c'est pas top. C'est vraiment pas top.
les figures populaires, les couples de cartes. Donc là, nous avons des couples de cartes. Donc, je vais vous lire ça. Ou peut-être plutôt... Peut-être, ça va peut-être faire trop de lecture, mais bon, je vais lire ça. Parmi les différences notables, notons le chiasme. Alors, c'est une figure rhétorique utilisée principalement en poésie qui consiste à placer en symétrie deux éléments dans une phrase. Donc, parmi les différentes notables, notons le chiasme formé par leurs vêtements. Cape bleue sur robe rouge pour la grande prêtresse et cape rouge sur chasuble bleu pour le grand prêtre. Reportez-vous à la symbolique des couleurs dans le tarot de Marseille. Là où la grande prêtresse paraît confinée, seule dans son savoir, le grand prêtre semble disposé à transmettre son savoir et à enseigner. Ce sentiment est encore renforcé par la pièce entièrement fermée de rideaux dans laquelle s'est retranchée la grande prêtresse, qui est très éloignée de la salle, ouverte sur l'extérieur du grand prêtre. D'ailleurs, notez les rideaux bleu foncé à gauche de la grande prêtresse qui font écho au ciel nocturne du grand prêtre. La première étude de façon solitaire, le second dispense le mystère des choses cachées. Donc nous avons toutes les couples de 2 cartes. Par exemple, je vais vous lire la lune et le soleil. Donc l'association en fait de ces 2 cartes. On va voir l'interprétation. À première vue opposée, l'une représente la nuit, l'autre le jour. Ces 2 cartes ont pourtant été composées pour former une paire. Placez-les côte à côte, vous verrez que le muret qui enserre la scène se prolonge d'une carte à l'autre. Puis attardez-vous sur le décor. 2 châteaux, la lune, ou 2 immenses montagnes, le soleil. Entoure un astre plein et brillant, volumineux pour le soleil, plus modeste pour la lune. Les figures vont par paire, le chien polymorphe et le loup pour la lune. Le jeune garçon, jugé sur sa licorne pour le soleil, et sont placées au centre de la scène. Elles interagissent avec l'astre représenté sur leur carte. Elles hurlent à la lune ou programment la puissance. En fait, c'est la lune et le soleil. Je vais quand même les retrouver. Alors... Ah bah les voilà. Les voilà. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça pourrait donner une petite continuité au niveau du muret. Pas vraiment au niveau du château. Mais oui. Oui, c'est ça, le muret se prolonge. Alors, nous avons tous les couples de cartes. Il y en a vraiment beaucoup. Ce livre est très, très riche. Vraiment très, très riche. Donc ensuite, nous avons la symbolique des cartes des arcanes majeures, d'où on parle donc des représentations figuratives, des attributs, des couleurs. Et ensuite, nous commençons avec le battleur, où il y a un texte sur la carte, une explication à l'endroit avec des mots-clés et une explication à l'envers. Je ne peux pas... Quel foutu trépied.
Il est mort, mon trépied. Hop. Ensuite, nous avons la symbolique des cartes des arcanes mineurs. Donc, nous avons les cartes numérales, les couleurs. Le denier représente l'argent, la réussite, les épées, l'action, l'intelligence, les bâtons, entrain, chance, les coupes, amour, sentiment. Nous avons les figures. Alors là, on a les cartes de cour de denier, la suite des deniers, avec toujours le sceau de la marelle. Nous avons pareil pour les épées. Et ensuite, nous passons au tarot du labyrinthe. Libéré de l'influence du tarot de Marseille, auquel l'artiste n'est plus obligé de se conformer, ce nouveau tarot se présente comme une véritable explosion créatrice. En plus des thèmes chers à Florence Magnin, comme la mythologie qui est amplement développée ici, les arcanes mineurs nous dévoilent une œuvre bien plus personnelle et ce sont des mondes entiers et leurs occupants que nous découvrons à travers des fresques foisonnants. Donc voilà, donc les épées par exemple, c'est associé au dédale minéral, au feu et au personnage du labyrinthe. Les bâtons, c'est au quator féminin. Les coupes sont rattachées au dédale aquatique à l'eau, donc aux figures des enfers. Les deniers au dédale cosmique et à l'air, donc au personnage d'Odyssée. Seule la carte de dédale intérieur est liée au guide, ce qui est rattaché à toutes les cartes. Donc voici les arcades majeures. Et donc là, on n'est plus du tout dans l'univers du tarot de Marseille, mais dans un jeu où ça va parler de mythologie, de dédale. Il y aura quand même les symboliques, les suites des épées, bâtons, deniers, tout ça, quoi. Coupe. Et donc, voyez-vous, là, on a les cartes de cour. Et nous avons la symbolique qui est repris comme le tarot de Marseille, avec quelques cartes illustrées, telles que l'as d'épée. Non, oui, c'est ça, l'as d'épée, parce que c'est marqué en 2 langues. C'est tellement petit. Le 7 d'épée. Et le 3 d'épée. Enfin, vous m'avez comprise. Au cœur du labyrinthe. Alors, dans l'idée du tarot de la Marelle, ce nouveau tarot du labyrinthe a été conçu par Florence Magnin comme un voyage au cœur d'un labyrinthe. Les cartes sont liées à la précédente ou à la suivante, dans un cheminement en ligne qui commence par l'as d'épée et se termine par le guide. Différence notable par rapport au premier tarot, où seuls les atouts prenaient part au parcours. Ici, certaines cartes numérales, les As, 3, 7 et 10, ainsi que toutes les figures des arcades mineures participent au chemin, comme on peut le voir sur les schémas des pages suivantes. Comment intégrer ces nouvelles cartes à votre tirage? Étant donné que les 2 tarots partagent le même dos, il vous est tout à fait possible de mélanger tout ou partie des 2 jeux. Si vous souhaitez procéder à un tirage plus riche, vous pouvez ne sélectionner que les arcanes majeures du tarot de la Marelle et ceux du tarot du labyrinthe afin de composer une main de 44 cartes. Bien sûr, comme pour tous les tirages divinatoires, c'est la synthèse de l'ensemble des cartes et de leur emplacement qui va vous aider dans votre interprétation. Si vous souhaitez simplement construire un tarot de 78 cartes, rien ne vous empêche d'intervertir les figures ou les cartes chiffrées pour recomposer un tarot à votre convenance. Donc là, nous avons le plan du labyrinthe. Alors, avec une première série,
Donc, la série Dans le labyrinthe. Alors, qui fait partie? On avait dit tout à l'heure. Non, c'est pas encore là. Donc, on a le Dédale. Dédale, Ariane, Thésée et le Minotaure qui font une première série. Une première série dans le labyrinthe. Donc c'est associé aux épées. Après nous avons une deuxième série, le Quatuor féminin, avec le Sphinx, Arachné, la Harpie et Méduse. Et donc, je regarde normalement. Et là, ça doit faire partie des bâtons. Quatuor féminin, c'est ça. Les bâtons sont liés au dédale végétal et à la terre, ainsi qu'au quatuor féminin. Donc c'est bien ce que je disais. Ensuite, nous avons une autre continuité avec les Cerbères, Charon, Orphée et Eurydice, qui est la troisième série, les Enfers. Et donc, et ça s'appelle les Enfers, qui a un rapport avec les coupes. Et après, la dernière série sera en rapport avec les deniers. Donc, quatrième série, l'Odyssée. Alors, avec Ulysse, Circé, la Pythie, l'astrologue. Et donc, là, c'est la série des deniers. Je pense que le nom était l'Odyssée. L'Odyssée, donc... où j'ai retrouvé mon petit... Je m'y perds dans le bouquin. Alors, c'est tout au début. Alors, oui. L'Odyssée. Oui, c'est ça. Les deniers. La série. Et là, la cinquième série. Finalement, en plus... avec des dalles minérales, des dalles végétales, des dalles aquatiques, des dalles cosmiques, des dalles intérieures et le guide. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 cartes, une suite de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le guide à la fin. La symbolique des cartes des arcades mineures, on nous parle des couleurs, des figures, les cartes chiffrées. Là, on parle des épées. Alors, il y a des suites aussi. On voit les bâtons. Et même dans le jeu du labyrinthe, au niveau des arcades mineures, il y a quand même une continuité. Donc ça, c'est les arcades majeures. Là, hop. Là, je cherche le roi de bâton, qui doit être certainement à la fin. C'est un peu compliqué de rechercher dans ce jeu.
Non, parce qu'elles accrochent les cartes, c'est un peu compliqué. Donc en fait, bon, il y a le roi de bâton, après la reine de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton. Et on est toujours dans la continuité des paysages. Donc voilà, voilà. Ce jeu est extrêmement riche. Pareil pour les coupes. Et ça reprend quand même... Ouais, ça reprend quand même la symbolique, les cartes numérales du tarot de Marseille. Ça, il a les cartes d'épée, que j'abîme pas ce beau bouquin. C'est en fait les quelques cartes numérales qui sont illustrées, pas toutes. Et il y a une continuité par rapport aux arcades majeures dans le labyrinthe. Et aussi, on a une continuité, des fois même au niveau des cartes numérales. Comme tout à l'heure, j'ai pas retrouvé mon roi, mais dans les épées, j'avais vu... Ou non, c'était dans les bâtons. Dans les bâtons, il y avait le... Oui, c'est ça. En fait, les continuités... c'est les cartes de cours. Mais les cartes... non, c'est les cartes de cours hein, des thèmes, soit épée, coupe, tout ça. Mais les cartes purement numérales ne sont pas repris pour faire une continuité, pour faire un paysage. Nous avons ensuite les méthodes de tirage. Un tirage en 2 cartes, un tirage en croix. Nous avons le tirage de François Nedelec ou tirage de la Marelle. Et voilà pour le bouquin. Donc ensuite, on va passer aux cartes. Alors, les arcades majeures ne sont pas dans le bon ordre, vu que je m'en suis servi pour vous montrer quelques associations tout à l'heure. Donc le dos est comme ceci, et le dos des cartes du tarot du labyrinthe est comme cela. Donc voilà, c'est pour ça on peut les mélanger. On va faire un petit tirage tout à l'heure où je vais prendre juste les arcades majeures de la Marelle et les arcades majeures du labyrinthe. Et on va se tirer une petite carte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Je l'adore. Je pense qu'il fait partie de mes jeux préférés. Vraiment, je le kiffe. Les cartes sont assez épaisses, de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il y a écrit aussi en anglais en dessous. Alors, les bâtons... En fait, il n'y a pas forcément de carte en droit ou carte en vert. Par contre, elles accrochent. Hein. Elles accrochent. Elles sont un peu collées.
pas au point de faire du bruit, vous savez, quand on les décolle, mais elles ont quand même une matière qui ont tendance à se coller, quoi. Là, on est dans les cartes de cours de bâton. Là, on va être dans les coupes. Hop là. Donc là, on passe aux cartes de cours des coupes. Ensuite, nous passons au denier. Ce jeu est très très riche. Valet de denier. Cavalier de denier. Reine de denier. Roi de denier. Après, nous passons... Alors, comme je vous disais, hein, certaines cartes sont... Dans les cartes numérales, certaines cartes sont illustrées, comme l'as de denier. L'as de denier. N'importe quoi. Je pense au sou. L'as d'épée. Donc là, du coup, à l'envers, à l'endroit. C'est un peu dur. Et ensuite, nous avons les cartes de cour, le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Voilà, voilà. Voilà pour le jeu du labyrinthe. Du labyrinthe, qu'est-ce que je raconte? Le jeu de la marelle repris par le tarot traditionnel de Marseille. Donc ensuite, nous passons au labyrinthe. Elles sont épaisses ces cartes, hein. Vraiment, elles sont de bonne qualité. Hein. À chaque fois, je crois qu'il y en a deux. Mais en fait, c'est parce qu'elles sont très, très épaisses. Tout simplement. Elles s'accrochent en fait, vous voyez. Mais ça ne m'empêchera pas de bien les mélanger et de m'en servir. Il n'y a pas de souci. Après, on passe aux suites. Donc, certaines cartes sont illustrées, d'autres non. Alors là, c'est pareil, endroit envers les bâtons.
Hop là. Là, on a une carte illustrée. Hop là. Cavalier de bâton, valet de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Et après, on passe aux coupes. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe qui est illustré. De coupe illustré, 8, 9 et le 10 de coupe. Ensuite le cavalier, le valet, la reine, le roi, les deniers, et ensuite cavalier de denier, valet de denier, reine de denier, roi de denier. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? 1, 2, 3. Ah, j'ai oublié une partie là-bas. Ah, je me disais aussi, il y a un problème. As d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée. J'avais oublié un tas. 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Et en fait, cavalier d'épée, valet d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les arcades majeures de chaque jeu et on va faire un petit tirage. Oui, ça va pas ça. Voilà. Donc j'ai mes majeurs labyrinthe et je vais prendre les majeurs de la marelle. Voilà, donc ça me fait un jeu de 44 cartes. Vous pouvez bien sûr mélanger les deux jeux si vous le désirez. Et donc, voilà, je vais les mélanger. Tiens, il y en a une qui s'est montrée. La harpie. On va lire le message. Alors, la harpie. Ça, c'est dans le labyrinthe. La voilà. La harpie, souvent au nombre de 3, les harpies grecques étaient des créatures dotées d'une tête de femme, d'ailes d'oiseau et de griffes acérées. Accusée d'enlever les enfants et de tourmenter les hommes, elle était également associée à la dévastation et au saccage.
Toutefois, la harpie que nous découvrons ici s'éloigne quelque peu de cette représentation classique et l'artiste donne une interprétation plus personnelle. Les oreilles et les ailes de chauve-souris l'apparentent plus à la strige moderne. Alors, autre créature d'origine gréco-romaine, la partie inférieure de la créature, sorte de queue de serpent, nous rappelle Échida, créature mi-femme, mi-serpent du chaos primordial, toujours dans la mythologie grecque, ou les sirènes, telles qu'elles apparaissaient dans l'iconographie médiévale. Quant aux taches sur le corps de la harpie, elle se rapproche de celle des guépards ou du serval et confirme sa nature animale malgré sa figure angélique. La harpie est la carte de la dualité, pleine de douceur et d'attention. Elle change complètement de visage une fois mise en colère. Son esprit de revanche, pouvant aller jusqu'à la vengeance, n'aura de cesse de vous poursuivre. Droite, c'est une carte assez positive, malgré une certaine cruauté sous-jacente. Elle annonce également que des dettes sont à régler pour aller de l'avant. À l'endroit, calme, amour, douceur, prévenance, action, engagement, méfiez-vous toutefois de ne pas déclencher sa colère. À l'envers, colère. Vengeance, violence, tourmente, dévastation, cruauté, esprit de vengeance. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Ça me tenait mais tellement à cœur de vous présenter ce jeu. Franchement, il est très très riche et vraiment, ça a été une joie de vous le présenter. Ça faisait déjà un moment que je l'avais et je suis très 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 heureuse de partager ce moment avec vous. Vraiment, j'ai le cœur rempli de joie. Un jeu très très riche en couleurs, en codes, en symbolique. Et vraiment, ce que j'aime bien, et ça part quand même de la tradition de Marseille et de la mythologie au niveau du labyrinthe. Je trouve ça vraiment magnifique. Et franchement, 45 €, il en vaut la peine. Vraiment, c'est un très très beau jeu, un très grand classique à avoir, je dirais. Eh ben, je vous fais sur ces quelques mots de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.